Bonsoir à tous, j'espère que vous allez super bien. Bonjour au replay YouTube aussi, c'est vrai que j'en parle pas assez. Si vous voulez aller un peu plus loin dans le sujet, je vous recommande d'aller voir le premier live, le replay de ce premier live qui se trouve sur la chaîne secondaire de Crypto Future. Super bon live dans lequel je reprends vraiment les règles essentielles. Avec des lots, le merge vous a-t-il déçu? Non, à 90%. Si je parle du merge, est-ce que ça vous a déçu? Je parle au niveau de l'analyse technique, au niveau du cours de l'ETH, hein. Je parle pas au niveau du fonda. On est à 75% de non et 25% de oui. Donc ok, super intéressant. Si vous avez suivi le live de la semaine dernière, tout simplement, notre prédiction, j'aime pas trop dire prédiction, parce que c'est un terme un peu, je sais pas, j'ai l'impression on parle un peu de médium tout ça, donc j'aime pas réellement, mais plus au niveau de l'analyse du coup. Alors attendez que je retrouve live, donc voilà, parfait, on est sur mon Twitter ici, je vous mets un screen du live, du replay du live, et tout simplement, on prévoyait alors une baisse. Ici on était dans une vague 1, 2, 3, 4 et 5. Alors dans un premier temps, on avait vu un triangle, qui est la pattern qui permet en fait au cours de se compresser, pour ensuite avoir une grosse volatilité et du coup à la baisse. Non, ce plan-là n'est pas arrivé, tout simplement parce qu'en fait la correction était plus vaste que ça. Donc on est venu casser le triangle à la hausse pour pouvoir faire une vague ABC, pour venir chercher la vague 4, et ensuite on a fait la correction que je vous avais expliqué en live. Donc j'espère que vous n'avez pas été déçus en tout cas du cours de l'ETH, parce qu'on l'avait vu en tout cas justement quelques heures auparavant sur le live. Donc voilà, on va voir maintenant comment ça s'est réellement traduit sur le cours de ETH. Alors le merge c'était, il me semble, quelque part ici. Pour moi on était clairement dans une vague 1, 2, 3, 4 et 5. Alors plutôt je vais retirer mon analyse. Donc une vague 1, 2, 3, 4, 5 ici, vague 1, 2, 3, 4 et 5. Donc c'est ce qu'on a fait. On est allé à la baisse comme notre plan en fait nous le montrait. Cependant en fait on est venu chercher des targets qui sont super basses, c'est-à-dire en fait on est venu casser super bas, et tout simplement ce qu'on a fait, on a fait quelque chose d'intéressant avec les vagues d'Elliott, c'est que notre vague 3 ici, qui est justement ce que je suis en train de dessiner à l'écran, a été découpée, a été étendue en fait en extension, et ça a été affecté justement avec le merge. Ma vision des choses avec le fondamental et les news, c'est que, à mon sens, et avec les vagues d'Elliott, hein, les Elliotistes ont ce raisonnement-là, c'est que les patterns en fait sont déjà fixés à l'avance des news. Cependant, ce que les news vont faire, c'est qu'elles vont agiter la volatilité, et du coup on peut avoir une augmentation des patterns, par exemple des vagues plutôt. Par exemple ici, une pattern conventionnelle aurait été de faire une vague 1, 2, 3, 4, 5. Cependant, on peut se retrouver avec des news qui vont faire que, par exemple, si on a une super belle news ici, le cours va exploser à la hausse, et du coup la vague 3, elle va aller sur des points qui sont normalement inhabituels, comme on l'a fait ici, vague 1, vague 2. Normalement pour une vague 3, on est censé venir chercher les 161,8, et du coup ça correspondait à ce point-là. Cependant le merge est arrivé, et du coup on est venu chercher un point qui est super bas, en créant du coup une très grosse extension, et du coup une sous-vague. Et ici du coup la sous-vague a été celle-ci, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Donc pour moi, le décompte a changé sur le TH. En fait, on n'est plus sur la simple 1, 2, 3, 4, 5, à laquelle on s'attendait avec le merge, mais plutôt là sur une grosse vague 1, vague 2, vague 3 qui est venue chercher les 1285,87, pour ensuite du coup venir chercher un rebond. Donc voilà, j'attends clairement un rebond sur les TH. Là on va voir, il y a quand même une grosse volatilité par rapport à la news qu'on a eu aujourd'hui, super intéressante. Et puis ensuite on s'attend du coup à un retour sur une vague 5 pour venir chercher un nouveau point bas. Donc là je viens de voir, juste à l'instant, on est venu faire un point plus bas. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, j'avais pas regardé le cours avant de venir sur le live, donc au niveau de la volatilité, j'avais pas vu. Je sais qu'on avait pas mal de volatilité, mais à ce point-là, je le pensais pas. Donc pourquoi pas faire le travail, il faudrait que je refasse le travail, mais là on est venu chercher un nouveau point bas, donc potentiellement avoir fini la vague 5. Je vous ferai une analyse sur Twitter dans les jours à venir. Je vais pas vous faire une analyse maintenant parce que ça peut être assez barbant, je pense, pour les personnes qui ont envie d'avoir un contenu qui soit un peu plus chargé qu'une analyse, donc je comprends totalement. Je vais vous faire l'analyse plus tard, mais en tout cas c'est possible qu'on ait fini la vague 5, et en tout cas si on a fini une vague 5, du coup un retour à la hausse serait souhaitable, c'est-à-dire retour à la hausse. On attendrait de venir chercher ici cette zone-là. Donc, du coup, là, on part de l'hypothèse que la vague 5 est finie. J'attendrai de revenir chercher cette zone-là, et pourquoi pas, en fait, revenir chercher cette vague 2, ça serait super intéressant. Ou alors, sinon, on est encore dans notre vague 4, on attend de revenir chercher un petit peu plus haut. Donc voilà, là, c'est la box que j'attendais, pour ensuite revenir chercher, faire une vague 5 qui sera beaucoup plus écrasante. Donc là, pour l'instant, c'est tout simplement l'hypothèse que j'attends. Pour moi, j'attends quand même un retracement encore plus profond
pour ensuite rechercher cette vague 5. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis plus dans une vision trading, swing trading, j'ai des positions en fait qui restent plusieurs jours, mais pas plus d'une semaine. Et puis, donc au niveau de l'investissement, pour moi, on est sur des points très intéressants. On peut faire encore un nouveau point bas, donc je te recommande de rester jusqu'à la fin du live où je ferai une analyse en H1, on ira même justement en H4 si tu veux, pour avoir une vision un peu plus long terme. Donc DCA, oui, le DCA pour moi c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Au niveau de l'investissement, le DCA, je recommande ça vraiment à tout le monde, pour ceux qui veulent s'y mettre à l'investissement. En tout cas, moi, j'ai quand même une petite partie d'investissement. Et là, oui, le DCA. Alors, DCA, je fais pas réellement tous les mois. J'ai quand même mon analyse technique derrière qui va me dire si, pour moi, on se trouve sur des points qui sont en surachat ou en survente. Et puis, si on se trouve plus dans des zones de survente, alors là, oui, je vais mettre en place un DCA. On va continuer avec la news qu'on a eu aujourd'hui. Super belle news qui a fait, comme vous le voyez à l'écran, fait exploser la volatilité. On peut voir sur mon Twitter, comme je vous l'ai mis, aujourd'hui on avait vraiment un marché qui avait vraiment beaucoup de news, de grosses news qui allaient impacter le marché avec une énorme volatilité. Alors pourquoi? On va voir ça maintenant. Je vais prendre un calendrier économique. Ici, vous avez du coup Forex Factory qui le fait très bien. Il y a peu de personnes qui l'utilisent, mais moi j'aime vraiment bien DailyFX parce que vous avez vraiment un aspect visuel qui est très très propre et je trouve ça super intéressant. Donc si on regarde au niveau de la semaine, alors hier justement, qu'est-ce que l'on avait? On avait des petites news en fait qui impactaient le Japon et le Canada. Cependant, on s'y attendait un peu. Les news au niveau du Japon, les chiffres de l'inflation, donc voilà, c'était vraiment pricé. Donc les gens s'y attendaient, donc on n'avait pas eu de si gros mouvements que ça, même si on a eu quand même une petite volatilité. Et ensuite au Canada, exactement pareil, ça a amené pas mal de volatilité, mais aujourd'hui, ce qui était important, c'était au niveau des États-Unis. Un calendrier économique, vous allez retrouver du coup toutes les news qui sont importantes au niveau de l'économie. Donc là par exemple, vous allez avoir aujourd'hui, on a eu une super grosse journée, on a eu du coup le FOMC, Economic Projection, donc voilà, on a eu vraiment une grosse réunion au niveau de la politique monétaire aux États-Unis, et du coup ça amène une grosse volatilité. Pourquoi ça nous amène une grosse volatilité? C'est que au niveau institutionnel, en fait, on regarde énormément. Ce qui différencie les traders retail et les traders institutionnels, c'est ce côté fondamental. On peut le voir ici, on a eu la Fed, du coup, qui a tout simplement donné ses chiffres au niveau des taux d'intérêt. Et on peut voir ici au niveau du forecast, c'est tout simplement la prévision qu'on avait. Du coup, on avait une prévision de 3,5% avec 70 ou 75 pips en tout cas. Et c'est ce que l'on est venu chercher. Donc au niveau du Forex, là-dessus, on n'a pas eu de changement significatif au niveau de cette news-là. Cependant, on peut voir quand même que la volatilité était au rendez-vous. Et donc on peut se dire pourquoi la volatilité était au rendez-vous, sachant qu'on le savait. On savait, c'était prévu, c'était pricé, et du coup c'est pas normal d'avoir ce genre de volatilité lorsque c'est pricé. Mais tout simplement, il faut pas regarder juste la Fed, c'est ça en fait, faut pas regarder juste la Fed ici, c'était pas la news qui a fait bouger les marchés. La news qui a fait bouger le marché, c'était le dot plot. Qu'est-ce que le dot plot? C'est un graphique en fait où vous allez retrouver la prévision sur le taux de l'inflation sur les années à suivre. Et comme vous pouvez le voir, en juin, on avait, il me semble, on avait justement le dot plot de juin qui nous montrait qu'au niveau de 2022, du coup, on allait avoir le taux d'inflation qui serait entre 4 et 3. Ensuite, au niveau de 2023, on avait justement une petite poussée pour aller chercher 3,5, voire même 4,5. Et puis ensuite, 2024, petite baisse. Donc voilà, ça c'était le graphique que l'on avait pour justement juin 2022. Et aujourd'hui, avec FOMC, la réunion de la FOMC, on a eu un nouveau graphique qui là, comme vous pouvez le voir, on change les prévisions. Et les prévisions sont revues à la hausse. 2022, du coup, on passe plus sur 4,5. 2023, on vient chercher en dessous des 5, et comme vous pouvez le voir, ici on se trouve beaucoup plus haut que sur les points qu'on avait vus sur le graphique qui date de juin 2022. Donc c'est ça en fait qui a amené la grosse volatilité, c'est non pas le taux d'intérêt qu'on a eu ce mois-ci, la news qu'on a eu au niveau de la Fed, mais c'est plutôt ce dot plot qui a fait bouger le marché, et on peut le voir au niveau du Forex et même au niveau du BTC. Si je passe le BTC, vous pouvez voir, on a une mèche qui est, là je vais mettre en chandelier, on a eu réellement une assez grosse volatilité en H1. Donc au niveau du BTC, cette semaine, ce que l'on avait vu,
c'est pour moi, on était ce mouvement-là, si on commençait à décompter sur ce niveau-là, du coup on se trouvait au niveau des 18 558, pour moi on se trouvait clairement dans une impulsive. Là, si on reprend les patterns standards, ici pour moi on était clairement sur une impulsive. Et du coup, qu'est-ce que l'on atteint avec une impulsive? On atteint une correction. Correction qui s'est déroulée comme prévu. Alors ça, c'était la semaine dernière plutôt. On a eu une correction qui était prévue. La semaine dernière, c'était vraiment une super belle semaine. Toutes nos analyses ont été super bien réalisées. Et du coup, ici, on avait une hausse et une baisse. C'est-à-dire vague A, vague B, vague C. Ici, la première vague pour moi était une diagonale, leading diagonale. Ensuite, la vague B s'est développée en 3 vagues, donc là aussi super intéressant pour avoir une vague de correction. Et puis ensuite, vague C, qui était du coup la vague qui allait compléter cette vague A et du coup toute cette vague de correction. Malheureusement, on est venu chercher des points qui sont plus bas que le début de la pattern. Donc là, c'est quelque chose qui est pas habituel, qui est pas facile à interpréter avec les vagues d'Elliott, parce que tout simplement, j'aurais préféré avoir une clôture au-dessus de ces niveaux-là. J'aurais préféré réellement, moi je m'attendais à avoir un prix qui allait rebondir ici, c'est-à-dire avoir justement un mouvement qui se fait comme ceci, en 3 vagues pour venir chercher cette box rouge, et pour ensuite repartir à la hausse, et du coup faire une grosse vague A, B, C. Du coup là on aurait pris une configuration sur cette vague de correction, pour surfer toute la vague haussière. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Et du coup, le plan que je mets en place, pour moi, ici, on est toujours dans une vague. Ici, dans une grosse pattern qui devrait amener à la hausse. Parce qu'on a eu la première vague motrice, et lorsqu'on a une première vague motrice ici, en impulsion, en général, on a une deuxième vague d'impulsion qui arrive après pour compléter cette première vague. Et du coup, compléter toute la pattern. Donc ce à quoi je m'attends, c'est soit à un triangle, c'est-à-dire une compression de prix pour venir chercher cette vague B, mais tout simplement cette vague B sera au-dessus de la racine de la vague A, pour ensuite continuer à la hausse. Et du coup ici, sur du H1, je m'attends à une hausse pour pouvoir revenir chercher un point bas, mais qui sera pas plus bas que celui-ci, donc voilà ce à quoi je m'attends. Au niveau du BTC, mais c'est réellement pas facile. Là, on était sur une analyse qui est clairement difficile. Au niveau du RSI, alors je vais passer en 4 heures. Au niveau du RSI et du stochastique, on va voir justement si on a une interprétation qui nous pousse à une confirmation de ce plan-là. Ici, on n'a pas réellement de divergence haussière avec le RSI, donc rien de réellement important, mis à part le fait qu'on soit venu chercher cette borne, cette résistance baissière, donc qui est au niveau des 30, c'est un point qui est très intéressant pour pouvoir repartir à la hausse. Au niveau du stochastique, pareil, donc là on n'a pas réellement de choses intéressantes. Au niveau du BTC, cette semaine, c'était réellement pas une analyse facile à faire, donc on attend, pour l'instant on n'a pas de confirmation. J'attends un retour à la hausse, sous format en fait ici, je m'attends soit un retour à la hausse comme ceci, c'est-à-dire vague A, vague B, vague C pour faire une flat et du coup repartir à la baisse, ou alors sinon le deuxième plan ça serait de faire un triangle, c'est-à-dire vague A, on vient faire une vague B, vague C, vague D, vague E, pour venir chercher une configuration d'entrée sur le triangle, et puis ensuite surfer la hausse. Et on va voir, je vais vous montrer un peu la psychologie humaine qu'il y a tout autour. Alors c'est quelle page? La personnalité des vagues, on est page 29, je vais à la page 29. Et là, du coup, voilà, parfait. On retrouve, je sais pas si vous voyez bien, on retrouve ici toute la psychologie avec les vagues d'Elliott, avec les patterns des vagues d'Elliott que j'ai retranscrits. Du coup, voilà, je vous ai mis chacun des grades avec ici une impulsive, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Je vous ai mis tout ce que l'on retrouve au niveau de la psychologie humaine avec les vagues d'Elliott. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause, on se trouvait dans cette zone-là, on était dans la vague B. Pour moi, on devait clairement repartir à la hausse pour ensuite chercher une vague 5. Donc est-ce qu'on l'a fait, est-ce qu'on l'a pas fait? Donc c'est compliqué en fait d'analyser maintenant. Je ferai ça a posteriori du live, mais en tout cas pour moi je m'attends toujours à une hausse, donc je vous reconfirmerai ça a posteriori du live, mais pour l'instant j'attends quand même une poussée à la hausse pour ensuite revenir chercher une vague 5. Donc là, le move qui sera intéressant à faire, donc on verra ça plus tard dans les jours à venir, mais si on vient repartir à la hausse, pourquoi pas prendre une belle configuration sur cette vague 4 pour ensuite surfer la vague 5. Tu estimes à combien la baisse selon tes indicateurs sur ETH? Voilà, j'attends ici de revenir chercher entre la vague 3 et la vague 4, donc ces ratios de Fibonacci là. Si on vient chercher ces ratios là, et bien tout simplement pour calculer la baisse, on va venir utiliser des outils intéressants au niveau de Fibonacci. Donc j'attends de revenir chercher non pas les 100% de ratio de Fibonacci, mais les 0,382 dans un premier temps. Et du coup, pour moi, ça serait de revenir chercher les 1152,19. Mais là, on n'y est pas encore. Si je mets ça en confluence avec
une autre technique qui est justement ce que j'appelle le niveau d'or. En fait, vous allez reprendre toute la correction et puis ensuite vous allez l'étendre. Vous allez justement faire un retracement de ceci. Vous allez prendre les 0,382 pour une vague 5. Donc voilà, j'attends de revenir chercher entre les 1213,39 et les 1152,19. Donc voilà, dis-moi ce que t'en penses, mais ça serait la target à venir chercher si on vient faire un petit retracement un peu plus poussé sur le TH. Euro yen, c'était la seule position que j'avais décidé de laisser malgré les grosses news qu'on allait avoir. Pourquoi? Parce qu'ici j'avais une WXY avec justement une configuration à la baisse avec une WXY. Donc pour moi j'étais rentré en trade ici, rentré en short, donc ce matin, et mon short, du coup mon stop loss était placé sur ma vague X. Mon entrée en trade était située au niveau de ma vague X, et du coup j'attendais de venir chercher, ici c'était les 100% de ratio de Fibonacci, comme ceci, 100% de ratio de Fibonacci, donc voilà, j'attendais d'avoir ceci. Donc voilà, c'était mon setup d'entrée. Donc je suis rentré, il me semble que ça devait être ce matin, tôt ce matin, en trade, alors c'était ici à la cassure du canal à 8h. Donc je suis rentré en trade, et puis vous pouvez voir, on est parti à la baisse, donc c'était nickel, c'était vraiment un joli petit trade. Et puis ce que j'ai décidé de faire, c'est de protéger, en fait, réduire mon risque, c'est-à-dire ici, mettre mon stop loss une fois qu'on a du bénéf, en fait. La chose qui est à faire dans un premier temps, c'est de protéger son risque, de réduire son risque plutôt, c'est-à-dire le stop loss, on va le mettre sur la vague 2, pour justement, si on a un gros retournement, éviter de se prendre une super baisse. Et ensuite, je me suis dit, ok, je vais justement éliminer le risque. Donc, comment éliminer le risque? J'ai placé mon stop loss sur ma vague 1. Mais justement, si je le mettais sur ma vague 1, j'étais un petit peu en négatif, du coup, je l'ai mis un petit peu au-dessus. Et je me suis dit, bon, comme ça, si je me fais stop loss, je suis à break-even, super. Donc comme vous pouvez le voir ici, on est venu chercher une vague 3. Donc la volatilité était extrême en fait. On a eu une super grosse volatilité dès 9h. Il me semble au niveau de midi, je me suis fait stop loss du coup. Et je me suis fait stop loss. Ben voilà, on est venu chercher une vague 4. Une vague 4 ici, la vague 4 vient pas chercher la vague 1. C'est pourquoi pour moi on est valide en tant que vague 4, même si on est dans un scénario super rare. Là vraiment on n'est pas venu chercher la vague 4 parce qu'une impulsion en fait, la vague 4 ne doit pas revenir chercher le territoire de la vague 1, et du coup je me suis fait stop loss. Mais si j'avais laissé mon stop loss à la vague 1 comme justement je suis censé le faire théoriquement, je me serais pas fait stop loss, et puis justement je serais toujours en trade pour venir chercher mon 100%, en tout cas c'est la target, le ratio des 100%, et du coup venir chercher les 140, et du coup j'aurais fait un trade qui m'aurait été profitable. Donc voilà, petite erreur. Donc voilà, même moi je fais des erreurs, tout le monde fait des erreurs. Une petite erreur qui m'a jamais été faite, j'ai jamais fait cette erreur plutôt. Donc voilà, la petite erreur, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Je vais vous faire une petite analyse sur le mana qui est en tout cas pour moi une bonne petite pépite. Et pourquoi, on verra ça ensemble maintenant. Donc le mana, si je prends mon analyse en 3D, donc voilà le mana, je vais passer ça en log, ça sera je pense beaucoup plus propre. Donc si on peut regarder le chart, si on regarde le chart, tout simplement, on va le regarder en weekly, on va prendre une point de vue vraiment très globale du mana, puis ensuite on descendra dans des timeframes beaucoup plus faibles. Donc sur le mana, ce qu'on peut voir, c'est que depuis le bottom, il s'est fait le 9 mars 2020 à, si je regarde, il s'est fait à 0,011. 0,11 $. Donc voilà, là on a fait un bottom du coup sur ce point-là, et depuis on est en hausse. On a fait une super belle poussée haussière. Et pour vous justement, quelle est cette pattern? Non, on n'est pas sur un flag. Pourquoi on n'est pas sur un flag? Si je reprends les patterns standards ici, je pense que t'as voulu dire le flat plutôt et non pas le flag. Tout simplement, le flat c'est une pattern qui va venir créer une sorte de range en fait. On va avoir un prix qui va s'étaler et un prix qui va non pas déterminer une tendance primaire. Donc pour les tendances primaires, on va plutôt regarder soit l'impulsive, soit la diagonale. La chose qui diffère entre une impulsive et une diagonale, c'est que la diagonale va faire converger le prix entre deux trendlines, soit converger, soit diverger, pour les diagonales en expansion plutôt, mais ici, l'impulsive, elle, va plutôt avoir une structure claire et nette, c'est-à-dire une vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. La vague 4 ne pourra pas revenir chercher le territoire de la vague 1. La vague 2 ne pourra pas descendre en dessous des 100% de retracement, c'est-à-dire en dessous de la vague 1. Et la vague 3 ne pourra pas être la vague la plus petite. Et c'est ce qui va lui donner en fait cette allure d'impulsive. Et donc ici, en tout cas, c'est clairement ce que je retrouve. Pour moi, on est clairement dans une impulsive. Et du coup, si je mets mon analyse en weekly, c'est ce que je retrouve. Ici, pour moi, on est dans ce type de structure-là, c'est-à-dire une première vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, puis ensuite vague 5. Vague 5, et du coup, suite à la vague 5, si vous l'avez compris, avec les vagues d'Elliott, on va
fonctionner comme avec les poupées russes, c'est-à-dire on va finir un degré, et ensuite à la suite de ce degré, à la suite de notre pattern motrice, de notre figure motrice, eh ben on a une pattern de correction, et du coup là c'est le retracement. Retracement en fait qui est une vague 2. Vague 2 ou alors une vague A. Ici, on peut clairement voir avec la pattern en fait de la vague 4. Ici pour moi on est dans un triangle, je pense qu'on est dans un triangle d'ailleurs. Du coup la vague 4 devrait aller ici. Tout simplement, on peut voir des zones de résistance qui sont très flagrantes. Si je regarde au niveau des prix, au niveau de ce qu'on a fait, pour moi ici, on voit clairement une grosse zone qui servira en fait de support. Là, on voit une super belle zone de support. Ensuite, on peut voir ici, on a une belle zone aussi. Ici, on a aussi une super belle zone. Et du coup, tout ça, ça va créer des zones de support en fait. Des zones de support qui vont permettre au prix de repasser à l'hausse, de rebondir dessus potentiellement. On sait ensuite que pour les patterns de correction, la profondeur de retracement vient et va rechercher en général. Pour les vagues B ou alors pour les vagues 2, c'est un peu plus profond, mais normalement, les retracements viennent chercher la vague 4 d'un degré supérieur. Et du coup, ici, ça devrait être cette zone-là, du coup, qu'on a fait. Cette vague 4 est ici. Et du coup, de base, en fait, dès au top de la vague 5, dès qu'on savait que c'était une vague 5, eh ben on devait s'attendre, alors ici, je pense que ça aurait été ici, cassure de vague 4, du coup, ici, à cet endroit-là, eh ben on aurait dû savoir déjà qu'on allait s'attendre à une chute de moins 72%. C'était clair et net. Si on prend la théorie avec les vagues d'Elliott, c'était envisageable, c'était négociable, vous auriez pu le savoir en tout cas. Et du coup, ici, on est venu rechercher cette vague 4. La pattern qui a été faite, pour moi, c'est clairement une zigzag, c'est-à-dire vague A, ensuite triangle, vague A, B, C, D, E, pour faire la vague B, et ensuite vague C. Donc non, c'était bien un zigzag. Donc pour moi, on est sur une pattern qui est finie en zigzag. Ici, je fais le chaining. Tout simplement, on est venu réintégrer le canal, le milieu de canal, et on attend du coup une cassure à la hausse de ce canal-là. Et là, ensuite, on pourra clairement formuler un retour à la hausse. Mais pour l'instant, il est beaucoup trop tôt pour le savoir. Le truc qui est intéressant sur le mana, c'est que vous pouvez regarder ici, on a deux points bas, avec un bottom qui a été effectué en mai, et depuis on n'est pas revenu chercher ce point-là. Et bien sur le BTC, on décroche totalement sur le BTC, et on est venu rechercher une, deux, et potentiellement là, trois bottoms, c'est-à-dire on revient rechercher des points bas. Pour moi, j'investirais plus dans le mana que sur le BTC, en ce moment. Et donc du coup, l'hypothèse à laquelle on s'attend ici, c'est de faire une vague 1, vague 2, et du coup on repart chercher une vague 3, vague 4 et vague 5. Cependant, c'est trop beau en fait de vous dire ça, et du coup, on aurait juste un long à faire. Pour être sûr d'avoir un bottom, il faut avoir toute une stratégie. Moi, j'utilise ma stratégie de trading. Je l'adopte aussi sur des grosses time frames parce que tout simplement, ça s'adapte sur toutes les time frames et sur tous les actifs. Tout simplement, ce que j'attends pour confirmer la hausse, c'est de venir rechercher cette vague-là. Parce que si je prends le décompte interne de ma zigzag ici, pour moi, je suis dans une vague 1, 2, 3, 4 et puis 5. Et du coup, j'attendrai de revenir au moins chercher cette vague 4 de ma zigzag pour avoir une confirmation de retournement haussière. Cependant, il se peut qu'on ait zéro confirmation, et du coup, là, on crée une zone de latéralisation, en fait. On va venir latéraliser en faisant, je sais pas, potentiellement un triangle ou une autre pattern, pour ensuite recasser à la baisse et repartir en fait plus bas que l'on était. C'est possible, pour l'instant on n'a pas de confirmation, mais en tout cas, voilà, pour moi c'est clairement la petite pépite en fait sur les crypto-monnaies. J'avais vu ça et je trouvais ça super intéressant, c'est pourquoi je voulais vous le partager pour les investisseurs. Tournez-vous sur le mana, je pense que c'est une crypto-monnaie qui va pas mal faire parler d'elle si ça répète à la hausse. Je vais vous passer juste les indicateurs, je pense que ça peut être intéressant de parler des indicateurs. On peut voir ici qu'on a une jolie divergence haussière cachée. Vous pouvez voir, on a le cours en fait qui va de plus en plus haut, mais le RSI nous crée des points de plus en plus bas. Et du coup, ça nous indique quoi? Ça nous indique une reprise haussière. Lorsqu'on a des points toujours plus hauts sur le marché, mais toujours plus bas sur le RSI, une divergence haussière cachée, et du coup, on est censé repartir à l'hausse. Donc là, jolie indication. Sur le RSI, sachant qu'on se trouve sur des zones qui sont très très bas au niveau du RSI. Vous pouvez voir la dernière fois qu'on était dans ces zones-là, on se trouvait sur le bottom précédent. Au niveau du stochastique, qu'est-ce que l'on a? Exactement la même divergence haussière cachée. Au niveau du données Elliott accouplé avec l'Elliott DX, qui sont des indicateurs que j'utilise aussi à mettre en corrélation avec mon analyse technique. Ce que l'on a, c'est que l'on vient chercher le bas de canal en fait du données Elliott, et à chaque fois qu'on est venu faire ça, tout simplement, on se trouvait sur des points bas. Sur des points bas, ici, vous pouvez voir, sur toute cette impulsive-là, on n'est même pas venu chercher le bas de canal une seule fois. Donc là, ici, pourquoi pas, on se trouve sur une zone intéressante aussi pour pouvoir rebondir là-dessus.
Au niveau de la Yacht DX, rien de particulier. J'attends clairement de revoir le mana repasser au-dessus de la MA30, sinon on est vraiment sur un signal qui est clairement pas bullish au niveau de ceci. Mais si je passe en daily, on peut voir, là ici pareil, on est repassé au niveau des 20, on est dans une tendance ascendante au niveau de la DX, et on est en croisement bearish, donc là aussi, c'est vraiment pas... on n'a pas de signaux super intéressants au niveau du donné Elliott avec l'Elliott DX, contrairement au RSI qui lui nous donne de super beaux signaux. Pour les personnes qui souhaitent en apprendre plus sur les vagues d'Elliott, n'hésitez pas, il y a ma chaîne YouTube, du coup je vous mets ça ici, YouTube, normalement on va tomber directement sur ma chaîne, ma chaîne YouTube, en tout cas vous mettez Elliott ou Elliott Wave je pense, et puis vous tomberez assez facilement sur ma chaîne YouTube. Je vous mets ça dans le chat en tout cas pour pouvoir vous abonner si le trading avec les vagues d'Elliott vous plaît. Mais là on est plus axé sur le trading, chose que sur les lives je ferai un peu moins je pense. Et puis vous pouvez aussi m'ajouter sur Twitter si vous voulez avoir des updates, des informations, des news au niveau des cryptos ou voire même le Forex, vu que vous savez que je suis sur le Forex. Et puis si vous voulez avoir une approche plus profonde et vraiment pas une formation, mais si vous voulez réellement vous intéresser, n'hésitez pas, allez sur mon site internet, vous y retrouverez tout type de contenu, c'est-à-dire vous pouvez aller dans l'onglet que j'ai moi-même fait justement il n'y a pas si longtemps que ça. Vous allez dans outils, liens et références et vous pourrez retrouver tous les outils que j'utilise, avec le calendrier économique, par exemple TradingView, mes courtiers, et aussi vous retrouvez toutes les références sur lesquelles je me suis basé pour créer en fait ma base, tout mon capital en fait de connaissances avec les vagues d'Elliott. Et puis si vous avez du mal avec les ressources anglophones ou si vous pouvez pas, si vous n'avez pas envie, si vous avez la flemme de contempler ces références là, comme je vous l'ai dit, il y a mon ebook l'anatomie des vagues d'Elliott, qui vous permettra d'avoir une approche simple, efficace, visuelle en tout cas, chose que je ne retrouve même pas en fait dans les références que j'ai moi-même fait. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus, j'espère que le live vous aura plu, c'était un plaisir en tout cas pour moi. Merci de m'avoir écouté, et puis on se retrouvera la semaine prochaine pour partager d'autres contenus. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus, et puis à la semaine prochaine.